Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Tout de suite, l'essentiel de cette édition. Une bonne partie du quartier Ngambio à la base, privé d'électricité voici 6 mois. La colère des habitants à suivre dans cette édition. Et puis la révision de la 6e liste de 2015 pour avoir la 7e, c'est de 2015 au centre de l'atelier de validation des médicaments essentiels. Voilà, ouvrons donc cette édition en parlant de la communauté internationale qui célèbre ce 17 juin, donc le 17 de chaque année, la journée mondiale de lutte contre la désertification. Cette journée, instituée par les Nations Unies depuis 1995, a pour objectif de promouvoir la sensibilisation du public relative à la coopération internationale pour la lutte contre la désertification, et les effets de la sécheresse. Mobilisons-nous, protégeons la planète, restaurons les terres. C'est le thème choisi cette année pour la 20e édition. Le gouvernement de la République, préoccupé par ce phénomène, a rendu public un message lu ici par le ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo. La bonne gestion des terres et des sols augmente la capacité d'adaptation des plantes, des animaux ainsi que des populations humaines et améliore la condition humaine dans les zones vulnérables. En effet, au Congo, plus de 90% des éléments de notre subsistance proviennent directement ou indirectement de la terre et de la biodiversité. D'une part, nous savons que nos terres ne sont pas suffisamment valorisées. Par ailleurs, nous pouvons déplorer des comportements moins responsables des populations en relation avec des pratiques de culture sur brûlis qui peuvent menacer la fertilité de nos sols et la biodiversité dans nos écosystèmes. C'est ici l'occasion de solliciter la contribution de tous dans le cadre des actions préventives de lutte contre l'érosion pouvant être menées par la préservation de la couverture végétale des sols fragiles ou la fixation de ces sols par l'usage des végétaux appropriés. Mobilisons-nous, protégeons la planète, restaurons les terres, car un sol sain génère la vie. Autrement dit, la façon dont nous gérons nos sols influence la qualité et la quantité des aliments que nous consommons et plus généralement la qualité des services fournis par nos écosystèmes. Et puis les spécialistes du médicament viennent de valider la 7e édition de la liste des médicaments essentiels conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'était au cours des travaux qui ont abouti au retrait et à l'ajout de certains médicaments dans le système sanitaire national. Plus de précisions avec Gertrude Gomabay. Avoir une liste de médicaments adaptés réellement aux besoins nationaux et utilisables dans l'ensemble du système sanitaire, c'est ce à quoi se sont attelés les spécialistes du médicament. Réunis en atelier, ils ont eu pour objet la révision de la 6e liste pour avoir la 7e, celle de 2016. Un meilleur état de santé passe par de bons médicaments, ce qui permet d'apprécier la politique sociale d'un État. Le rôle du médicament dans le système de santé n'est plus à démontrer, mais faudrait-il que ce soit un médicament de qualité et qui soit bien utilisé. C'est ainsi que le ministère de la Santé et de la Population élabore régulièrement la liste nationale des médicaments essentiels. Cette liste regroupe les médicaments jugés indispensables à la prise en charge des maladies les plus courantes dans notre pays et qui ont le meilleur rapport coût-efficacité. Ces médicaments sont les seuls qui devraient être présents dans nos formations sanitaires. La liste englobe également tous les médicaments destinés à la mise en œuvre des différents programmes de santé et aussi tous ceux qui devront être pris en compte dans les différentes initiatives de gratuité en cours. La centrale d'achat des médicaments devra donc veiller à les rendre disponibles de façon permanente, ce qui contribuerait à lutter contre le recours au marché parallèle.
Avec l'appui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la base des recommandations du Comité international d'experts, la validation de la liste nationale des médicaments essentiels prend en compte l'innocuité, l'efficacité, le rapport coût-efficacité, ainsi que la disponibilité en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires prioritaires des populations, a indiqué Fatoumata Binta Diallo, représentante de l'OMS au Congo, dans le but de réduire la mortalité et la morbidité. Outre les retraits opérés, l'association Artéméter plus l'imifantrine pour le traitement curatif du paludisme chez la femme enceinte et le permanganate de potassium sur la liste des antiseptiques, l'on a inséré à cette 7e édition la forme suspension buvable de salbumol comme anti-asthmatique, la folcodine et la codéine dans la liste des antitoussifs en pneumonie par exemple, ainsi que les médicaments essentiels des enfants et ceux de la santé de la reproduction grâce au FUNUAP. Cela pour qu'elle soit à mesure d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments dans tous les départements, a indiqué Jean-Bertin Moinquet, conseiller au ministère de la Santé et de la Population, qui a en outre insisté sur le fait que dans le cadre de la prise en charge sanitaire, seuls les médicaments qui figurent sur cette liste seront remboursés. La première liste de médicaments essentiels au Congo date de 1982. Brazzaville abrite la 41e session du Conseil des ministres de l'OADA, une session qui va se pencher sur les conclusions des travaux des experts. La cérémonie d'ouverture de cette session des ministres a été placée sous la houlette du Premier ministre congolais Clément Mwamba. David Marcel Mossa, Kingolo. Après les travaux des experts, ce sont donc les ministres des pays membres de l'OADA qui vont à leur tour examiner puis peaufiner les conclusions. Dorothée Kossi-Sosa, secrétaire permanente de l'OADA, qui appelle les grandes décisions arrêtées lors de la session des experts, s'est inscrite dans la continuité, car a-t-il déclaré, l'exercice en cours permettrait de parachever les chantiers déjà ouverts. Et qu'étant une organisation dynamique qui fait graduellement sa mue, elle mérite d'être accompagnée. Une ambition qui correspond bien avec la vision du Premier ministre congolais Clément Mwamba, qui voudrait bien que Brazzaville s'inscrive dans l'amplification du mouvement de ses avancées, faisant évoluer l'organisation au triple plan de ses activités, de son rayonnement et de sa gouvernance. La finalisation au cours du présent exercice du processus de révision de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises me semble de la plus haute importance. En effet, il est impérieux de mener à son terme le processus d'actualisation du droit et du système comptable OADA, non seulement pour répondre à des attentes fortes des milieux économiques, mais également pour enrayer le désordre normatif déjà déploré par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et pour se mettre au diapason des standards internationaux en la matière. Première session ordinaire du Conseil des ministres depuis que le Congo assure la présence de cette institution. Ces assises de Brazzaville regroupent les participants venus des 17 pays membres. Appuyer et renforcer les capacités institutionnelles, matérielles et techniques du Centre national des inventaires et aménagements des ressources forestières et fauniques et l'Agence d'aménagement et des ressources forestières et fauniques et l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées. C'est l'objectif de la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'économie forestière et du développement durable et l'organe américain US Forest Service, l'émission de cet organe américain dans ce reportage de Gertrude Gomabayi et Ladore Foutika. Le CENIAF, le Centre national des inventaires et aménagements des ressources forestières et fauniques, et la CEFAP, l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, sont là les deux organismes sous tutelle du ministère de l'économie forestière et du développement durable qui ont, par le biais de la ministre Rosalie Matondo, signé un protocole d'accord avec US Forest Service IP, un organe américain représenté par l'ambassadeur des USA au Congo, Stéphanie Sullivan. Parlons justement de ce protocole d'accord.
Il aura pour but l'appui et le renforcement des capacités institutionnelles, matérielles et techniques du CENIAF et de l'ACFAP en vue de répondre aux questions liées au développement durable et sauvegarder l'avenir de la planète, comme a su le dire Stéphanie Sullivan. Pour la ministre Rosalie Matondo, ce protocole d'accord est un ouf de soulagement pour le gouvernement congolais en cette période de baisse du prix du baril de pétrole. En effet, Use Forest Service IP aura entre autres missions l'appui à l'élaboration d'une méthodologie nationale pour des inventaires forestiers dans les zones marécageuses, l'appui à l'élaboration d'une carte à plusieurs strates telles qu'on l'a vu selon la nouvelle définition des forêts du Congo, le renforcement continu des capacités en matière des systèmes SIG, télédétection et des données d'inventaire selon les circonstances et les disponibilités, l'analyse du mandat de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, du cadre juridique, des ressources humaines, matérielles et financières, des capacités opérationnelles ainsi que celles des partenaires. Peu avant la signature, Use Forest Service IP a eu à projeter un de ses films sur la gestion et la protection des aires protégées. Prélude à leur tournée européenne, le groupe Mwakanandima des peuples autochtones AKA vient d'organiser une journée porte ouverte en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile MTN. Le but est de faire connaître et promouvoir leur culture, celle des autochtones aujourd'hui en voie de disparition. Vernissage, exposition et concerts étaient au menu de cette rencontre. Suivez ce reportage d'Arnaud Mundos et Evran Mungondo. C'est par un concert musical du groupe Mwakanandima des peuples autochtones AKA que s'éclose la journée porte ouverte des peuples autochtones AKA. Lors de cette journée porte ouverte, il était question d'un vernissage des différentes activités que ce groupe et ce peuple ont menées, aussi l'exposition des produits traditionnels du peuple AKA. Par ailleurs, le concert musical était aussi basé sur des instruments traditionnels tels que le mbela. L'objectif visé par cette journée porte ouverte était la valorisation de la culture des peuples autochtones en général et le peuple Aka en particulier. Sorel Eta, fondateur du groupe Mwakanandima, revient sur le sens de cette cérémonie. On est sur la culture Aka, un peu journée porte ouverte, comme on veut dire. Donc, je suis resté dans mes objectifs, à savoir la promotion de la culture Aka, sa valorisation, la sauvegarde de la culture Aka. Moi, j'ai l'habitude de dire que la meilleure façon de sauvegarder une culture, c'est de la diffuser. Et surtout, la promotion du dialogue de culture. Pourquoi? Parce que dans notre société, on sait que c'est des gens, des populations de sous-hommes. Donc, c'est important pour nous de promouvoir ce dialogue parce que ça conduit à la tolérance. Donc, les gens doivent apprendre à les accepter tels qu'ils sont. Il y a eu aussi une rencontre avec les scolaires. C'était un atelier avec les scolaires sur l'utilisation de certains objets traditionnels Aka. Et enfin, je célèbre mes 20 ans avec les Aka. Les spectateurs satisfaits de la prestation du groupe Mwakanandima ont apprécié l'initiative de Sorel Eta. Il est à noter que ces concerts coïncident avec la sortie de leur 3e album. Dans la foulée, à partir du 21 juin, ce groupe, constitué de 6 personnes, va effectuer une tournée en Europe et demande le soutien de tous. Les festivités du 15 août seront cette fois-ci célébrées à Madingu dans le département de la Bouenza. Cette localité est aujourd'hui transformée en chantier pour se mettre au diapason. C'est ainsi que de nombreux travaux sont exécutés, notamment ceux liés à l'aménagement et au bitumage des voiries urbaines. Les habitants de cette localité qui apprécient ces travaux, n'auront plus de difficultés à relier Madingu Gare à Madingu Poste par une avenue que Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba ont bien voulu emprunter. Fini la bouchière à Madingu Poste et Madingu Gare. Les travaux de l'administration accélérée concernant le bitumage et l'aménagement des voiries urbaines de Madingu avancent à pas de géant.
le boulevard de la préfecture totalement transfiguré, y compris l'avenue reliant la poste à la gare. Cette avenue hier était difficile pour nous. Vous constatez, je suis en train de faire la marche. J'ai quitté Madingou Poste pour Madingou la gare. Ça veut dire que le changement est là. Et tout le monde le voit. Et ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Madingou Gare et Madingou Poste, c'est distant de 5 km. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est 5 km. Mais avec le goudron, ça devient comme 3 km. Quand vous êtes au centre-ville là-bas, vous avez l'impression que vous n'êtes plus à Madingou. Madingou n'est plus un village. Près de 30 km de voiries urbaines à bitumé, cette métamorphose est bien appréciée. La municipalisation est là, comme disent ceux qui parlent lingala. Ils disent Tondi Makape Batona Tango Mususu. Parce que la concrétisation est là. D'aucuns pensaient que cette municipalisation ne devait pas avoir lieu. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Vous voyez, je suis sur une route entièrement asphaltée. Madingou n'est plus un village, c'est devenu une ville moderne. Donc les gens peuvent venir pour construire et faire de telle sorte que cette ville puisse devenir une ville coquette dans les jours à venir. Yves-Roger Massoukou ne manque pas de commentaires. Pour moi, la transformation du chef-lieu du département, ça se passe beaucoup de commentaires, parce que c'est visible. Parce que la municipalisation en elle, c'est un tout, c'est un processus. Le tout ne commence pas au même moment pour se terminer au même moment. Non, ça se poursuit. Et donc, pour ce qui est du premier périmètre, comme vous l'avez constaté, ça se fait. Mais même les projets au niveau des sous-préfectures également, il y a des localités dans lesquelles aujourd'hui, les travaux ont déjà commencé. Ailleurs, ça n'a pas encore commencé, mais c'est tout un processus. Dans les jours à venir, les techniciens chinois de la société CRBC vont boucler toute la ville de Madingou en voirie urbaine goudronnée allant de la gare à l'avenue de la Présidence, débouchant au carrefour de la route nationale numéro 1. Les membres du bureau du Sénat, conduits par son président André Obaminitou et ceux du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation et du développement, se sont retrouvés pour réfléchir sur la mise en œuvre effective du chantier de la décentralisation au Congo. Propos recueillis par Irma Okonziwu et Anissi Mangala. Disons que je suis venu dans le cadre d'une action qui a été arrêté avec le ministre de l'Intérieur, la décentralisation du développement local, qui consiste à sensibiliser les responsables des institutions en vue du portage politique de la décentralisation. Vous savez bien que la décentralisation est une des formes de la réforme de l'État. Donc c'est une réforme de l'État qui ne dit pas son nom. Et lorsqu'on s'engage dans une réforme, forcément, on rencontre des résistances au changement. Et donc, pour éviter ces résistances au changement, nous nous sommes engagés à rencontrer les responsables d'un certain nombre d'institutions afin de parler du chantier de la décentralisation, de parler de la mise en œuvre de la décentralisation au Congo. Alors, avec le président qui était entouré de son bureau et des présidents des commissions permanentes, nous avons fait l'état des lieux de la décentralisation. Donc nous avons montré d'où nous venons et quelles sont les perspectives de la décentralisation au Congo, et ceci en rapport avec la Constitution de 2015 qui a constitutionnalisé les attributions des collectivités locales. Les habitants du quartier Gambio à la base se plaignent de la façon dont est géré le délestage par les agents de la Société nationale d'électricité. La faible capacité du transformateur placé à la paroisse catholique Sainte-Thérèse de ce quartier ne permet pas à alimenter tous les quartiers, reconnaissent-ils. Mais ils estiment qu'une zone est favorisée au détriment de l'autre qui est constamment dans le noir, comme nous le dit Théodore Baloussa et Michael Massamba dans ce reportage. Ampoules, appareils électroménagers ne servent plus que d'ornement dans les foyers. Le quartier Gambio, la base, est privé d'électricité voici bientôt plus de 6 mois.
Ce sont les habitants dont les parcelles sont comprises entre les ruelles Moussouambali, Mbimi et Ngwalantabula qui semblent payer le plus lourd tribut. À l'origine, le transformateur installé dans l'enceinte de la paroisse catholique Sainte-Thérèse, dont la capacité ne lui permettrait vraisemblablement pas à alimenter tout ce grand quartier de l'arrondissement Sept-Filou, comme le confirme si bien cet habitant, Ange Mouébéré. En fait, il y a l'électricité au niveau du poste de distributeur, le transformateur qui nous alimente, le transport, je crois, Tanouni. Mais seulement, la répartition est mal faite. Il y a une zone qui est privilégiée au détriment de notre zone. Par qui et pourquoi? Bon, par les incontrôlés, parce que le poste est grandement ouvert, semble-t-il, et n'importe qui va, il tripote à sa manière. En dépit de cette situation qui met le quartier en insécurité, car comme on le dit, la lumière est le premier policier, les habitants sont malheureusement tenus de s'acquitter de leur quittance, ce qui paraît paradoxal à leurs yeux. Rien ne marche dans la maison, vous avez la télé, vous regardez à peine, sinon sur le grillé. Bon, vous avez les congélateurs qui ne fonctionnent pas. Donc, les agents de la SNE passent pour déposer les factures. Ils viennent pour faire quelques connexions, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais je me demande s'ils savent bien le problème du quartier, quoi. Quand il est 18h, vous êtes cloîtré dans des parcelles, vous ne pouvez plus sortir. Vous ne pouvez plus sortir. Voilà. Et les factures arrivent régulièrement. Difficile dans ces conditions de suivre les grands rendez-vous sportifs à l'instar de la Copa América et de l'Euro 2016 qui se déroule présentement aux États-Unis et en France. Monsieur Lopez, lui, pointe du doigt certains tenanciers de salles de jeux vidéo d'être de mèche avec certains agents de la SNE pour se faire des poches. Je crois que vous conviendrez ensemble avec moi que c'est dans tous les quartiers comme ça de Brazzaville. Lorsqu'il s'agit de l'électricité, il y a des exceptions. Il y a la Coupe d'Europe, il y a la Coupe d'Amérique et ceux qui ont des vidéoclubs font des sous. Donc on balance chez eux et les autres de retour, ils n'ont pas l'électricité. Mais ceux qui balancent, ce sont des agents. Hein. Les transports ont des agents appropriés qui font le suivi, hein, qui rendent compte à la hiérarchie. Donc c'est un système, c'est eux qui balancent. Moyennant quelque chose. Rappelons que le délestage à Brazzaville est loin d'être une réalité propre au quartier Ngambio. Bien d'autres encore connaissent cette triste réalité. Pendant ce temps, la deuxième journée scientifique de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles s'est ouverte ce jeudi à l'ex-Eurostom. Pendant 2 jours, les chercheurs vont évaluer les résultats de leurs recherches scientifiques de l'année en cours. Ouvrant les travaux, le professeur Fidèle Mialundama, représentant du ministre de la Recherche scientifique, encourage d'autres instituts à organiser des journées scientifiques, comme nous le dit Arnaud Mundos et Roland Yakekeli dans ce reportage. Journée scientifique à l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles. Ce jeudi à leur siège situé au site de l'ex-Eurostom. C'est une journée scientifique qui constitue un cadre privilégié pour faire le point des avancées scientifiques réalisées pendant l'année en cours. Elle est aussi un espace d'échange entre les chercheurs d'une part et d'autre part entre les chercheurs et les utilisateurs des résultats de la science. À cet effet, les chercheurs auront à pencher pendant 2 jours à l'Institut national de la recherche en sciences exactes et naturelles sur la biodiversité, la chimie des substances naturelles, l'environnement et le changement climatique, la modélisation et la biométrie. Les résultats de ces recherches sont utilisés par les entreprises, les sociétés, les institutions, les hôpitaux, les universités et les écoles. Le directeur de l'IRSEN, Clotilde Boukabioka, a rappelé aux participants que ce type d'exercice permet aussi de préparer les documents scientifiques à présenter le moment venu à la commission scientifique et au comité de direction de l'Institut. Ouvrant les assises, le conseiller à la recherche scientifique du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation félicite l'IRSEN et encourage les autres directeurs à organiser et aussi à leur tour des journées scientifiques. Ce type d'évaluation, sans être une évaluation sanction, est une précieuse contribution pour la refondation de notre système national de la recherche scientifique et technologique que nous voulons cohérent et performant. Je félicite donc les responsables de l'IRSEN pour cette 2e journée scientifique
Et j'encourage tous les autres directeurs généraux d'instituts et directeurs de centres de recherche à intérioriser l'intérêt de telles réunions scientifiques et de se mettre au service de la société pour un dialogue permanent et fécond. Avant de clore mon propos, je lance un appel aux opérateurs économiques de notre pays à dialoguer avec nos chercheurs des instituts et centres de recherche. Rappelons que l'IRSEN a pour mission d'organiser, conduire et exécuter toutes les recherches fondamentales et appliquées visant la promotion du développement national dans les champs disciplinaires constitutifs des sciences exactes et naturelles. La communauté internationale célèbre la journée de l'enfant africain. Cette 26e édition est placée sous le thème « Conflits et crises en Afrique, protégeant les droits de tous les enfants ». Une occasion pour la COGESCO, la coordination des organes, des organes de la société civile du Congo, de se retrouver pour interpeller les dirigeants politiques à préserver la paix. Léonitsumu, bien-aimé Kandé. Nous arrivons C'est une sonnette d'alarme des jeunes leaders des universités de la société civile du Congo, aux dirigeants politiques africains en général et aux Congolais en particulier face à la situation actuelle des enfants en Afrique. Des enfants souvent privés de leurs droits au profit des intérêts égoïstes des acteurs politiques qui foulent aux pieds les principes de démocratie, plongeant ainsi le continent dans des conflits armés à répétition avec incidence manifeste et immédiate sur la vie des enfants africains déjà vulnérables au préalable. Nous avons saisi cette journée pour dire que les décideurs de l'Afrique devraient tout mettre en œuvre pour que la paix soit sauvegardée en Afrique, pour qu'il y ait tous les efforts liés à une éducation de qualité en faveur des enfants en Afrique. Ceci, bien entendu, en tenant en compte l'avenir des jeunes. Parce que les jeunes, ce sont eux qui vont assurer la relève demain. À tous ces décideurs de l'Afrique qui ne cessent de se battre pour le pouvoir. Ils font de la politique uniquement pour le pouvoir. Et non en regardant l'intérêt général des Africains, l'intérêt général des enfants. Il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils créent des conditions pour que nous puissions arriver à un stade où il n'y ait plus de guerre en Afrique. Problématique de la démocratie non apaisée comme menace permanente de l'avenir des enfants en Afrique, éducation de qualité et éthique scolaire comme atout majeur de réussite des enfants et des jeunes en Afrique sont des sous-thèmes débattus au cours de cette conférence. Une conférence débat qui avait pour thème principal paix, éducation de qualité et développement aujourd'hui pour les enfants africains de demain. Ces assises qui ont regroupé des jeunes leaders de l'université et de la société civile du Congo ont été organisées par la COGESCO, la coordination des organes de jeunes de la société civile du Congo. Les étudiants de l'université Marien Ngouabi, particulièrement ceux évoluant au département des sciences et techniques de la communication de la faculté des lettres et des sciences humaines, viennent de lancer en ligne un journal, la Gazette Jeune 242, qui donne la parole aux jeunes en les formant à la pratique du journalisme est un moyen pour ces étudiants de lier la théorie à la pratique qui leur manque de temps. Gertrude Gomabayi, une ancienne étudiante de la faculté des lettres et des sciences humaines, nous parle de ce journal. Gazette Jeune 242, média communautaire, animé par les étudiants pour d'autres étudiants en particulier et la jeunesse en général, est un journal en ligne qui vient de voir le jour. Il couvre tous les sujets et a des orientations liées à sa ligne éditoriale dans le respect du triptyque informer, éduquer, distraire. Dans le but d'aider ces jeunes à mieux faire leur travail, l'Union Sacrée, Médias et Communication, une association d'anciens étudiants de STC Sciences et Techniques de la Communication, a mis à leur disposition un ordinateur, un enregistreur ainsi qu'une caméra. Bon, ce matériel que nous avons acquis aujourd'hui va nous permettre aujourd'hui d'être des journalistes comme nous l'entendons dire, parce qu'avec ce matériel, nous allons commencer à produire quotidiennement
tous les sujets dont nous aurons sélectionné à travers notre conférence de rédaction et faciliter cette visibilité de journalistes étudiants que nous sommes. Cela fera la promotion des étudiants de la STC et je pense bien que c'est une première à l'université Mariangwabi et au Congo. Ce genre d'initiative. La formation en STC qui devrait être théorique et pratique n'est que théorique, ce qui exige donc une formation supplémentaire pour ces jeunes diplômés afin de les intégrer dans la sphère professionnelle. Ce journal en ligne est pour eux l'occasion d'affiner leur formation en associant la pratique à la théorie. Ce sont là les éléments qui ont suscité la volonté des anciens réunis dans l'association d'aider les plus jeunes, a dit Anissé Bienvenu Chikaya, le président de l'Union Sacrée Médias et Communication. Les jeunes bénéficient de l'assistance de l'ambassade des États-Unis à travers ce don de matériel et des membres de l'Union Sacrée à travers la formation et l'encadrement. Le député d'Igné dans le département du Poul, José Sirébiné, est allé apporter son soutien aux jeunes maraîchers de Diri. Ceci pour les encourager à pouvoir développer leur activité quand on sait que la culture maraîchère de Diri est de beaucoup dans le ravitaillement en légumes de la capitale. Reportage Bob Locoli. Indispensable à l'équilibre alimentaire de l'homme, les légumes consommés notamment à Brazzaville proviennent aujourd'hui essentiellement de la ceinture maraîchère d'Igné. La raison, on le sait, la ceinture maraîchère de Talangaï, qui hier couvrait la quasi-totalité de la consommation des légumes des ménages de la capitale, a laissé place aux infrastructures routières. En effet, pas d'omelettes sans casser les œufs, dit-on. Qu'à cela ne tienne, il est donc devenu indispensable ce jour de soutenir les femmes et les hommes maraîchers d'Igné, car au-delà de la culture pour la consommation domestique, ils participent à travers cette activité à la diversification de l'économie telle que souhaitée par le chef de l'État. Le collectif Femmes et Hommes maraîchers de Djiri-Pont ont pris la résolution suite aux orientations de leur député, l'honorable José Sire Ebina, de s'inscrire dans la logique du chef de l'État, Excellence Denis Sassou Nguesso, exprimé dans son projet de société vers le développement, qui déclare en axe premier, cite, mettre les femmes et les hommes au cœur du développement. Ceci pour répondre à la crise alimentaire dans notre pays. C'est donc pour avoir compris cette démarche combien utile que les députés de cette circonscription, José Siribina, est allé les encourager et leur apporter un matériel. Ils ont compris ce message parce que dans le mot préliminaire de Madame la Présidente, ça résume un peu tout ça. Et je leur ai dit de plutôt s'organiser, de se mettre ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Dans ma gymnastique, je leur ai amené ce qu'ils ont besoin pour travailler. Vous voyez, c'est pas de l'argent. Ils n'ont pas besoin d'argent. Aujourd'hui, l'argent, ils savent le travailler. En vendant, c'est les je vous montre les sillons de ciboulette là-bas, c'est une denrée rare aujourd'hui. Donc vous voyez, rien que ces sillons-là, ces mamans-là peuvent gagner. Elles peuvent ici, rien que si vous calculez, elles peuvent sortir d'ici avec les centaines de millions. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés? La mécanisation de l'agriculture, voilà un concept dont on parle comme un slogan au Congo, alors qu'ailleurs, cela est depuis fort longtemps une réalité. Faudrait-il peut-être que la solidarité économique dont appelle de tous ses voeux le Premier ministre s'associe à cet appel de José Siribina pour que les choses bougent? Ils ont besoin de motopompes. Ils ont besoin de bottes, regardez dans les conditions qui travaillent. Ils ont besoin de houes, ils ont besoin de brouettes, ils ont besoin de pas mal de choses. Et c'est ça que nous devons les accompagner. Je pense que la marche vers le développement ne sera pas une marche vers le développement que pour certains. Mais pour ces gens-là, pour ces vaillantes personnes, pour ces gens qui travaillent, pour ces gens qui mouillent le maillot avec l'amour du pays, parce que ces gens-là ont voté à 100% le président Sassou. Donc il faut qu'on les récompense quand même, qu'on les accompagne. Mais la récompense, je ne demande pas qu'on leur apporte l'argent, qu'on leur crée des conditions. Regardez pour arriver ici, comment faire descendre un taxi ici, mais qu'on leur crée des conditions. Espérons que cet appel ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Maraîcher, oyez! Oyez! Jardinier, oyez! Oyez!
Et puis pour terminer, découvrons ce communiqué, l'association Mouvement Républicain du Congo, MRC en sigle, et le pasteur Antoine Jean-Alphonse alias Finition, membre donc du MRC, organise à partir de ce vendredi et ce jusqu'au 19 juin 2016 une marche pacifique pour la paix dans le département du Poul. Descendant du royaume Mak-Congo, le pasteur Finition s'exprime enfin pour apporter la paix et la stabilité dans le Poul. Il invite par ailleurs tous les Congolais d'être présents à l'esplanade du stade président Alphonse Massamba Débat le dimanche 19 juin à 10h pour le message de la paix qu'il va apporter à la population. Voilà, c'est par ce communiqué que nous bouclons cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Prochain rendez-vous avec l'information ce vendredi à 14h avec Lionel Mitingou et à 20h30, je serai en compagnie de vous pour un autre point de l'actualité de la journée.